2040, quelle armée? Dans un contexte géopolitique conflictuel et dégradé, nous sommes amenés à nous projeter dans un temps et dans une période lointaine. Cette réflexion est guidée par ce que sera l'armée demain. Quels effectifs, quelles armes et suivant quel axe? Pour conduire cette réflexion, j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors on va se projeter dans un temps long, 2040, mais avant de regarder ce point à l'horizon, il faut peut-être chercher à comprendre quel est l'intérêt de cette question en géopolitique. Vital. C'est une question qui est vitale parce que si on y réfléchit bien, il s'agit d'essayer d'anticiper ce que pourrait être un conflit futur pour qu'une nation ou qu'un État puisse préparer son armée afin d'anticiper ce conflit et de définitivement dissuader un adversaire potentiel que de lui faire la guerre. Donc, dans le contexte de tensions croissantes de la géopolitique à l'heure actuelle, on comprend bien l'aspect majeur d'une question comme celle-là. Est-ce que la projection en 2040 signifie quelque chose de précis? Oui, il y a trois raisons. La mise en évidence d'une date qui, évidemment, a pour premier objet de surprendre. Mais on comprend bien que 2040, ça a quand même un premier intérêt. Ça a l'intérêt de fixer l'attention sur un temps précis. C'est quand même, à mon sens, beaucoup plus évocateur que le simple fait au niveau de la forme que d'évoquer un futur ou un avenir lointain. On voit bien, par rapport au moment de l'enregistrement, que c'est une date qui nous inscrit sur un temps long, voire très très long, qui nous projette sur plus d'une dizaine d'années. Et puis surtout, en 2040, ça fera 100 ans que la France a subi le terrible échec et la terrible défaite de 1940. Et ça, c'est une réminiscence qui est très très importante à avoir à l'esprit en termes d'histoire des relations internationales ou de géopolitique militaire, parce que ça a été un choc considérable qu'on a beaucoup trop tendance à sous-estimer à l'heure actuelle pour un pays comme la France. Et d'ailleurs, si on souhaite s'en convaincre davantage, il faudrait peut-être commencer par évoquer des titres. L'étrange défaite de Marc Bloch. Il faudrait aussi peut-être, au-delà, comprendre que le choc a été plus important que pourtant celui qui avait déjà été excessivement fort de la défaite de 1870. Là, il faut prendre l'ouvrage de François Roth avec le titre éponyme La guerre de 1870. Et il y a peut-être un autre ouvrage qui est plus intéressant de Thierry Nélias, parce qu'en réalité, c'est l'humiliation, en fait, dans le titre. On a l'humiliation et la France face à l'épreuve de la guerre. Donc quand on évoque ces deux conflits-là, on voit bien que là, il y a eu un choc qui s'est d'ailleurs transformé en une sorte de traumatisme qui peut expliquer bien des choses. Et ça nous amène aussi sur l'ouvrage clé de Basile Lidellart sur la Seconde Guerre mondiale. Et page 71, quand il évoque la campagne de France, Basile Lidellart dit quelque chose qui est assez intéressant parce qu'il dit que finalement, la bataille de France, elle offre l'un des plus beaux exemples de ce que réussit à faire la conjonction d'une idée nouvelle, là on parle en termes de doctrine, avec quelqu'un qui est déterminé à l'appliquer. Et donc là, ce dont on se rend compte, c'est que si on veut affronter les perspectives d'un risque, on est obligé de se positionner très en amont pour anticiper quelle est la guerre à laquelle on pourrait être confronté, quelle est la doctrine opérationnelle, j'insiste, qu'il s'agirait de mettre en place ou qui va être mise en place pour pouvoir être victorieux dans cette guerre-là. Vous êtes revenu sur 1870 et 1940 pour expliquer le choc qu'a ressenti la France et l'armée française. Aujourd'hui, avec la situation russo-ukrainienne, on doit penser déjà à l'avenir pour peut-être éviter en 2040 un nouveau choc. Oui, parce qu'en fait, il y a déjà un premier élément qui, je pense, s'impose à tous ceux qui sont dans la réflexion militaire, c'est qu'objectivement, on est en train de revenir sur ce qu'on appelle de façon moderne des guerres de haute intensité. Ce que plus classiquement, depuis 24 ou 25 siècles, il faut être totalement transparent et honnête, sont des guerres classiques entre deux États qui mettent tous leurs moyens à leur disposition pour s'affronter. Et on voit bien qu'on est en train de sortir de perspectives où on imaginait dans la continuité de la fin de la guerre froide des années 90 plutôt des conflits limités dans le temps, sur lesquels il était nécessaire de se projeter parfois sur de très très longues distances, mais qui ne nécessitaient pas forcément de grands moyens, et ce qu'on appelle des guerres asymétriques contre des mouvements d'insurrection ou des situations de déstabilisation. Là, on est en train de revenir à ce qu'on appellerait des guerres classiques, et là, il y a trois conséquences, me semble-t-il, qui s'imposent à nous
avec ce qui se passe dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine depuis le 24 février 2022. D'abord, c'est qu'il va falloir considérablement, à nouveau, épaissir les armées en termes d'effectifs, les regonfler en termes d'effectifs, parce qu'on voit bien que, je vais revenir, ces guerres sont malheureusement énormément consommatrices en vie humaine, parce que là, il y a un premier constat qu'on peut faire en termes de données chiffrées, qui est mis en avant dans l'édition 2024 du Military Balance à la page 91, qui évoque donc l'armée française. En ce qui concerne l'armée de terre, elle est estimée globalement aux alentours de 113 800 hommes. Encore faut-il faire très attention entre l'effectif global de l'armée de terre avec les forces opérationnelles terrestres ou FOT en acronyme, qui représentent 77 000 combattants. Pourquoi ce chiffre est-il très intéressant? Parce que on va pouvoir le mettre en perspective, d'une part avec un exemple historique et d'autre part avec des événements actuels pour voir malheureusement quels sont les effectifs réels que nécessite un conflit donc de haute intensité, pour reprendre le langage moderne. Ce qui est assez étonnant, c'est que quand on regarde les effectifs de l'armée française, on est quand même sur des effectifs d'à peu près 120 divisions. Je rappelle que la nomenclature standard d'une division française en 1940, c'est à peu près 10 000 hommes. Donc ça veut dire que la France est capable d'aligner 1 200 000 hommes pour une population de 40 millions d'habitants en 1940. Ça nous met en perspective avec les 77 000 combattants qu'on aurait à l'heure actuelle. Quant aux chiffres de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, là, le taux de perte va être très intéressant parce qu'en décembre 2024, ce qu'il est possible de mettre en avant, c'est que globalement, on estime qu'on serait sur un chiffre global d'1 million d'hommes. Et là, on comprend bien spontanément avec cette comparaison la disparité énorme qu'il y a entre les effectifs qui sont à la disposition, par exemple, de l'armée française et les effectifs tels qu'ils sont nécessaires à travers les conflits qu'on évoque. Donc là, il y a une nécessaire remontée en puissance en termes d'effectifs. Alors évidemment, en adéquation, ce qu'on va pouvoir mettre en évidence, c'est qu'il va falloir, de façon identique, être dans une capacité à produire des armements de façon beaucoup plus importante. Et là, ça va être très long. Et c'est un paramètre sur lequel on va souvent être amené à revenir, parce que d'où l'importance de se situer en 2040, parce qu'il est hors de question d'imaginer qu'on va pouvoir apporter une solution sur un trimestre ou même voire sur une année. Parce que là, pour remettre un appareil de production en place, non seulement il faut ouvrir de nouvelles lignes de production, c'est pas simple, non seulement il va falloir former l'ensemble du personnel qualifié qui est censé permettre d'alimenter cette ligne de production, il faut aussi, ça c'est un aspect sur lequel on n'insiste pas assez, simplifier la commande publique entre le moment où la décision est prise, le moment où la commande est prise et le moment où de facto les armements sortent des lignes de production. Donc on voit bien que là, il va falloir que le temps nécessaire soit beaucoup plus limité ou circonscrit. Et là, il y a un ou deux exemples qui sont assez frappants. La France était capable de produire 2 canons César par mois en 2022. Produits par les usines externes, donc le calcul sur une année fait quand même une production assez limitée. Et même si depuis à l'occasion de 2024, on est sur 8 canons produits par mois et que les perspectives sont d'être de 12 canons par mois, on voit bien que par rapport à la masse d'hommes mobilisés, la quantité de matériel n'est pas suffisante. Et alors, bien sûr, il y a une référence qui s'impose énormément avec ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est l'obus de 155 mm, qui a fait l'objet de nombreux débats et de nombreuses observations, y compris dans les médias. Et là, les chiffres sont assez interpellants parce qu'en réalité, en 2024, la France est dans la capacité d'en produire à peu près 3000. C'est un progrès considérable, je vous prie de le croire, par rapport au fait qu'elle en produisait 2000 par mois en 2022, mais surtout par rapport au fait que la France en produisait 500 par an entre 2012 et 2017. Et ça, c'est un chiffre qui est quand même particulièrement révélateur parce que ça montre bien l'état de décalage ou d'impréparation dans lequel on se retrouvait dans la perspective d'une guerre de haute intensité. Et pour qu'on comprenne encore plus ce chiffre, encore faut-il rappeler que pour faire cet effort qui est très conséquent, je vous prie de le croire, il a fallu réimplanter en France des usines de poudre, parce qu'évidemment en amont, pour pouvoir fabriquer des obus, il fallait réinstaller des usines de poudre dont on s'était plus ou moins débarrassé en France au début de la deuxième décennie du XXIe siècle. Donc là, on voit bien que la progression est importante,
mais elle est clairement insuffisante. Et c'est facile à voir, parce que le nombre d'obus tirés par les Ukrainiens par jour est en 5 à 8 000, et les Russes, eux, tirent à peu près entre 10 000 à 15 000 obus par jour. Alors quand on fait ce résultat-là, on voit bien qu'en fait, aujourd'hui, il faut pratiquement plus d'un trimestre à la France pour produire l'équivalent des obus que la Russie tire en 24 heures. Donc une fois qu'on a dit ça, on voit bien que là, il va falloir un temps très long pour qu'il y ait une remontée en puissance sur la mise en place en termes d'effectifs. C'est qu'en plus, il y a tout un travail de reconsidération qu'il va falloir faire par rapport à l'utilisation des armes. Les drones ne sont pas nouveaux. Les drones, Olivier, on a eu l'occasion de le voir dans une de nos séances précédentes, qui était justement consacrée aux drones. On s'interrogeait sur le fait de savoir si c'était un simple changement tactique ou si c'était un bouleversement stratégique. Mais les drones, on sait bien que notamment dans des missions de surveillance ou dans des missions d'intervention ponctuelle, plutôt d'ailleurs dans des logiques antiterroristes, ça fait une vingtaine d'années qu'ils sont utilisés. Mais quand on avait commencé cette séance-là, j'avais mis en évidence 2 chiffres. C'est que les Ukrainiens perdent 300 drones par jour et qu'en gros, ils en perdent 10 000 par mois. Donc quand on rappelle que par exemple, l'armée française va toucher le premier exemplaire de son drone Patroller à la fin de décembre 2024 et que la quantité totale dans laquelle qu'elle est censée obtenir, c'est d'à peu près 28, on voit bien là encore le décalage, même si c'est pas forcément la même typologie de drone, qu'il y a. Donc là, en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que c'est le retour de la guerre de haute intensité ou de la guerre classique, et qu'on voit bien qu'en termes d'effectifs, qu'en termes de quantité de matériel et qu'en termes de reconsidération de matériel, il y a un travail de réflexion considérable à mener, ce qui d'ailleurs, dans la continuité, va nous amener sur une autre nécessité de réflexion, à savoir tous les objets, les nouvelles armes technologiques, tous les nouveaux objets technologiques, sont-ils forcément à produire en grande quantité et sont-ils forcément indispensables sur le champ de combat du futur? C'est peut-être une question paradoxale, mais elle va s'avérer indispensable. Oui, parce qu'il y a un enseignement singulier peut-être à retirer de la situation actuelle. On revient, comme vous l'avez dit, à un champ de bataille classique, à l'image de la Première ou la Seconde Guerre mondiale. On pourrait imaginer qu'il y aura un usage massif des nouvelles technologies qui sont liées à cette production d'une armée moderne. Et qu'en est-il? Voilà, là, si dans la question précédente, on s'était plutôt appuyé sur la composante de l'armée de terre, je crois pouvoir dire que sur cette question de l'évidence de la technologie, c'est plutôt sur la composante aérienne qu'on pourrait se tourner spontanément. Et là, il y a une surprise, me semble-t-il, qui se confirme, notamment à travers l'expérience du conflit russo-ukrainien, sur cette séance bilan de la 2e année de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce qui est quand même très très étonnant, c'est la très grande discrétion, la relative discrétion des forces aériennes russes. Parce que, en fait, comment analyser les choses? Essayons de le faire de la façon peut-être la plus simple possible. Depuis la Première Guerre mondiale et surtout la Deuxième Guerre mondiale, et a fortiori avec la guerre du Vietnam ou la première campagne en Irak d'août 1990 à février 1991, l'importance essentielle ou le primat de la force aérienne paraît quelque chose de totalement spontané et d'évident. Or là, le constat qu'on fait, c'est que les forces aériennes russes, on considère qu'elles ont à peu près 1100 avions de combat, plutôt des chasseurs, et que donc elles devraient imposer une suprématie aérienne majeure, incontestable et incontestée dans le ciel ukrainien. Et ce qu'on constate, c'est qu'il n'en est rien. C'est qu'elles sont quand même relativement discrètes eu égard au nombre qu'on vient d'évoquer, que d'ailleurs les hélicoptères de combat russes, qui depuis les uchronies qu'on faisait sur les risques de Troisième Guerre mondiale, durant la guerre froide dans les années 80, étaient même le symbole ultime de la puissance soviétique, avec le In-24, etc., ont complètement disparu du ciel. Et ça, c'est dû au fait que le maillage des défenses antiaériennes est tel et l'efficacité est tellement crainte qu'en réalité, il y a une sorte de peur spontanée d'utiliser un matériel dont on se rend bien compte que le coût est démentiel par rapport à la perspective de la perte. Et d'ailleurs, là, il y a un exemple que j'aimerais prendre en particulier, qui va peut-être un peu étonner nos auditeurs, c'est le F-16.
Alors, ça va être deux fois étonnant. Alors, la première surprise, on va dire, bon, bah là, ça, c'est pas un avion russe, mais. Et en plus, c'est un avion qui a commencé à être créé en 1975, qui a été produit à plus de 4000 exemplaires, qui équipe énormément de forces occidentales, et dont le Danemark et la Belgique ont promis à l'Ukraine, notamment en 2024, que d'en fournir un certain nombre d'exemplaires pour essayer de compenser ces situations. Mais pourquoi est-ce que je trouve que cet exemple est intéressant? Bah parce que justement, l'avion date de 1975. Donc un avion qui date de 1975, ça veut dire qu'aujourd'hui, pratiquement, ça fait une cinquantaine d'années qu'il a été mis en service. C'est donc pas, pour insister, un avion qui est issu des dernières technologies. Et pourtant, je souhaite que nos auditeurs entendent un élément en particulier, et qui me semble sidérant, c'est que pour chaque heure de vol, pour un avion comme celui-là, il faut 18 heures de maintenance. Donc quand on entend ce qu'on est en train de dire là, on voit bien que déjà, alors, en termes d'opérationnalité, le nombre d'avions qui sont nécessaires pour qu'on puisse avoir une rotation qui permette de maintenir effective une suprématie aérienne. Et en plus, dans les différents ouvrages, les différents articles que j'ai trouvés, il y a une sorte de nouvelle mission, les balayeurs du tarmac ou de la piste d'envol, parce que de par sa configuration, on craint tellement qu'il y ait une aspiration d'objets qui soit fait par la turbine centrale, qu'il faut absolument que la piste soit totalement propre, parce qu'évidemment, en situation de guerre, ce sont le genre de considérations qui sont quand même assez difficiles à maintenir en l'état, pour que l'avion ne subisse pas des dommages qui soient tels qu'ils l'empêchent de décoller avant même qu'il ait commencé sa mission. J'insiste sur ce point pour qu'on voit l'extrême fragilité et l'extrême difficulté sur un matériel qui pourtant a plus de 50 ans. Et alors évidemment, ça nous amène sur une deuxième considération, qui est le coût. Parce que là, je renvoie encore à cette émission qu'on avait fait sur les drones. On avait souvent évoqué, ça vous a fait sourire, je me souviens, Olivier, cet exemple tiré de la page 55 d'un ouvrage qui s'appelle La guerre hors limite de deux colonels chinois, qui avait eu un plaisir assez spontané, on l'avait bien compris, à décrire les coûts croissants exponentiels de l'aviation américaine. Le coût d'un avion ou d'un bombardier B-2 à lui seul représentait plusieurs fois son poids en équivalent en or. Donc on arrive à des situations où les matériels sont d'un tel coût qu'on sent bien qu'il y a une sorte de réticence spontanée à les exposer, et ce qui peut expliquer d'ailleurs en partie leur disparition du ciel russe. Et je finis avec un dernier exemple. Faut savoir qu'à chaque fois qu'un Rafale français tire un scalp, ça coûte 800 000 euros. Donc, évidemment, on va dire, bah, l'objectif est détruit. Oui, mais si l'objectif que vous détruisez, c'est un véhicule qu'on qualifiera de standard ou de transport qui coûte à peine 50 000 euros, on comprend bien que la disparité entre la nécessité de l'avion que vous utilisez et l'objectif que vous avez atteint vous amène paradoxalement, malgré le succès de la mission tactique que vous avez menée, à une défaite. Donc, on se rend bien compte là, j'insiste sur un point, que finalement, ce qui va être nécessaire, c'est de pouvoir s'inscrire comme une puissance dans la durée, et que peut-être paradoxalement, il va falloir reconsidérer des équipements qui sont moins sophistiqués d'un point de vue technologique, parce que plus facile à produire, parce que moins coûteux en termes de budget, et peut-être aussi parce que plus facile à utiliser. Et là, on arrive effectivement dans une logique un peu contre-intuitive, où on se rend compte qu'une guerre de haute intensité va peut-être nécessiter que de reconsidérer un certain nombre de matériels dont pourtant il pouvait sembler immédiat, et ça peut nous emmener d'ailleurs dans la continuité de cette réflexion sur des perspectives assez étonnantes. Ouais, parce que de façon provocante, on pourrait dire quelle est l'utilité de posséder des armes qu'on n'utilise pas. Donc la réflexion serait justement quelles seraient les armes et quel est le réalignement qu'il faudra opérer pour utiliser un armement dans des conflits classiques à venir. Là, c'est bien la composante maritime qui va peut-être nous aider, d'autant plus qu'à travers la composante maritime, on va revenir avec force, si vous me permettez cette expression, sur un paramètre sur lequel, me semble-t-il, j'ai insisté dès le départ, à savoir le temps long, mais c'est même le temps très 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 long. Parce qu'en réalité, la taille des bâtiments concernés est telle que là, c'est sur plusieurs décennies qu'il faut comprendre qu'on peut construire une marine. Et d'ailleurs, il y a une phrase, me semble-t-il, qui synthétise notre démarche. En gros, à l'exception peut-être de la Deuxième Guerre mondiale, parce que la puissance industrielle américaine est telle que les Américains arrivent à construire pendant la guerre une marine qui était supérieure à celle qui a été annihilée pendant Pearl Harbor le 7 décembre 1941. En fait, on considère que la marine qu'on pourra utiliser lors d'un conflit, c'est la marine dont on dispose au début du conflit. Ce qui veut bien dire que ensuite, pour reconstruire des bâtiments, c'est tellement long que ces bâtiments que vous serez en train de construire pendant le conflit, vous n'arriverez jamais à l'utiliser
sur la durée d'un conflit, même d'une durée de 6 ans comme la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'est très très important à avoir à l'esprit. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, il y a un deuxième point qui est en train de se mettre en perspective et qu'on avait d'ailleurs souligné dans la puissance maritime reste-t-elle essentielle en géopolitique. C'est ce qui semble être l'extrême fragilité des marines par rapport à justement la technologie moderne. Et là, on en a et un exemple révélé et une perspective. L'exemple révélé, c'est les combats maritimes en mer Noire dès l'année 2022, parce que s'il y a bien un endroit où les Ukrainiens ont été particulièrement victorieux et performants, alors que c'est peut-être l'endroit où ils sont le plus dans un rapport dans lequel ils sont en infériorité et numérique et technologique par rapport à la marine russe, c'est justement la question maritime. Et on se rappelle qu'au bout de quelques mois, ils avaient réussi cet exploit que de détruire ce croiseur lance-missile, le Moskva, de la marine russe, qui était en plus le navire amiral de toute la flotte russe. Donc là, on se rend compte qu'un navire aussi important que celui-là, finalement, est pulvérisé ou réduit en miettes par des drones. Alors on comprend bien spontanément l'amplitude de l'écart entre le coût d'un missile piloté par un drone et la puissance du navire. Et puis, il y a un autre élément sur lequel, justement, on avait souhaité attirer l'attention de nos auditeurs, c'est que les Chinois, aujourd'hui, construisent des missiles balistiques anti-navires, dont la vocation est clairement de viser les principaux navires américains et clairement les porte-avions. Et donc là, il y a une vraie question qui se pose, parce que quelle est l'utilité d'investir sur un temps aussi long en termes de construction et sur un investissement financier aussi conséquent pour un navire qui serait exposé à une destruction aussi rapide? Et ça, cette question est d'autant plus importante que quand on regarde la loi de programmation militaire qui a été décidée en France en 2023, le nouveau porte-avions nouvelle génération, donc le porte-avions nouvelle génération, PANG dans l'acronyme, a été décidé. Parfait. Donc en gros, on considère qu'il faudra pratiquement plus d'une dizaine d'années, pratiquement 15 ans pour le mettre en place, que le coût va être de 10 milliards quand même. Donc là, là, on est sur des sommes qui sont hallucinantes. Mais ce qui était intéressant, c'est que le ministre de la Défense disait spontanément que la France ne pourrait s'en offrir qu'un seul. Ça pose déjà en termes de réflexion une question essentielle. Parce que d'abord, d'un point de vue budgétaire, on comprend bien que produire un objet, quel qu'il soit, à l'unité ou à un seul exemplaire, empêche que de pouvoir bénéficier de l'effet d'amortissement et de l'effet de rentabilité sur le fait de pouvoir en produire plusieurs. Donc en fait, on produit des technologies, mais en fait, sur des quantités plus que minimes, puisque là, c'est même l'unité. Et puis au niveau opérationnel, on fera quand même remarquer que si on n'a qu'un porte-avions, par définition, on va avoir une difficulté en termes d'inscription de son utilisation dans le long terme, parce qu'il y a forcément des moments où il va falloir le ravitailler ou le remettre en situation, et sur lequel un deuxième porte-avions serait indispensable. D'ailleurs, la réflexion initiale consistait plutôt à savoir si on pourrait avoir un porte-avions, ce que les Américains appellent un sister ship, ou un navire identique, un deuxième ou un binôme de porte-avions par rapport au Charles de Gaulle. Donc on voit bien que le temps de la décision d'une part et le montant des financements d'autre part nous amène finalement à être plus dans une logique de substitution que dans une logique d'accompagnement. Et je finirai mes propos sur cette question par ce terme d'accompagnement, parce que finalement, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que le porte-avions reste le vecteur essentiel de la puissance maritime ? Et là, finalement, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant que d'avoir des frégates multifonctions, dont le coût serait beaucoup moins cher, dont le risque à les exposer serait beaucoup moins grand, et qui seraient capables de mener des opérations beaucoup plus polyvalentes? Donc là, on voit bien qu'on s'inscrit à plein dans, me semble-t-il, dans la nature de notre question. Et par contre, il ne faudrait pas trop vite considérer que la technologie serait à bannir ou que les innovations seraient à bannir. Oui, parce que là, on s'est reporté sur des champs de bataille traditionnels, classiques, qui sont revigorés aujourd'hui. Mais on peut imaginer que dans l'avenir, il y aura d'autres champs de confrontation à explorer où la technologie jouera un rôle crucial dans l'affrontement entre États. Oui, il y en a au moins 3 qui me paraissent très très importants et qui sont d'ailleurs parfaitement intégrés par les armées à l'heure actuelle. Ça se voit dans leur structure de commandement, dans la création de nouvelles composantes, suivant les armées d'ailleurs. La question n'est pas tant de savoir si elles sont prises en compte, la question va plutôt être une question, on y reviendra en conclusion, d'arbitrage et de choix et de capacité à monter en compétence et sur quel rythme. Alors maintenant que j'ai dit ça, j'imagine vous auditeurs dire « D'accord, mais de quoi parle-t-on »
Et là, me semble-t-il, il y en a 3 qui sont indispensables à avoir à l'esprit. D'abord, il y en a une que je conjuguerai volontairement, qui est à la fois l'espace et le cyberespace. Et c'est pas tellement tant pour des questions d'ordre terminologique que par rapport à leur vocation, dont on voit bien qu'elles sont surtout liées à la communication, l'observation, mais aussi à la capacité de transmettre dans la chaîne de commandement des ordres. Parce qu'on se rend bien compte que si un adversaire potentiel arrivait à totalement couper les logiques spatiales, satellitaires et les logiques qui sont liées au cyberespace, on serait dans une situation de paralysie complète, quelle que soit l'efficacité ou la justesse des choix qu'on aurait été amené à faire sur les outils donc des composantes terrestres, aériennes, maritimes ou maritimes aériennes. Après, il y a un deuxième champ d'action dont je suis totalement convaincu, Olivier, qu'on consacre un rendez-vous de la géopolitique plein et entier, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire. Et là, c'est quelque chose que j'avais déjà évoqué en conclusion de cette séance sur les drones, mais je rappelle quand même que la conjugaison d'une intelligence artificielle dont la vocation est d'être capable de prendre des décisions, de se nourrir d'informations ou d'agir par elle-même, et dont on voit bien que le drone peut être le prolongement armé, parce que le drone, lui, nous permet de totalement se libérer des astreintes de frontières, de relief. Donc on voit bien que la conjugaison des deux est assez interpellante, mais ça va poser des vrais problèmes dans la chaîne de commandement. Donc qui prend les décisions? Donc jusqu'à quel point peut-on considérer qu'elle est autonome? Sur quel type d'armement doit-on la positionner? Reste-t-on dans le conventionnel ou mettons le nucléaire tactique? Enfin, on voit bien que là, il y a quelque chose de très très important que de toute façon les militaires ont totalement intégré. Mais la question, ça va être jusqu'où ça va aller, dans quel domaine et avec quelles limites. Parce qu'on voit bien que là, il y a en plus, il y a presque des problèmes d'ordre moraux ou éthiques qui vont se poser. Parce que là, on est en train de mettre en avant des capacités de destruction dont on sent bien qu'a fortiori dans une guerre de haute intensité, elles sont redoutables. Et puis alors, il y a un troisième champ qui, me semble-t-il, est plus oublié que les deux premiers. C'est le champ où les nouvelles technologies vont venir habiter l'équipement standard du combattant ou du fantassin. Et là, je commencerai par le combattant de façon plus large et peut-être je finirai sur le fantassin. D'abord, il y a une première réflexion, me semble-t-il, qui va être indispensable à poser dans les armées. C'est qu'aujourd'hui, c'est plus la technologie qui a un problème, ça va être la capacité physique du combattant. Si on regarde bien, finalement, pendant le 19e siècle, on a des progrès technologiques qui sont quand même très très lents. On continue à avoir de la cavalerie de l'Antiquité, par exemple, jusqu'au 19e siècle. Et finalement, tout l'art humain de la tactique, de la stratégie ou du mode opérationnel consiste plutôt à essayer de compenser des modalités en termes d'armement. On voit bien, quand les premières armes de poudre, on a une fréquence de recharge des fusils ou des canons qui est telle qu'on peut tirer un coup toutes les 3 minutes. Donc en fait, toute la question pour les militaires consiste à savoir comment on va pouvoir agir en termes d'opérationnalité malgré tous les inconvénients que la technologie n'arrive pas à pallier. Je reprendrai un exemple qu'on avait pris sur Frédéric II, qu'on avait vu dans une séance. Il était totalement insatisfait de l'artillerie qui était naissante, de la difficulté de la déplacer, de la difficulté que d'amener des munitions pour pouvoir utiliser cette artillerie et du temps de fréquence de l'artillerie. Pourquoi j'insiste autant? Parce qu'aujourd'hui, dans une problématique qui est totalement inversée. Aujourd'hui, on est sur des pilotes qui peuvent être en situation de tirer sur des cibles qu'ils ne visualisent pas eux-mêmes, et qui peuvent être en situation de tirer à plusieurs dizaines de kilomètres de distance sur des cibles qu'ils n'ont jamais vues et sur des cibles multiples à 4, 5, 6 ou 7 exemplaires. Et c'est dont on voit bien qu'on est en train de se rendre compte, c'est qu'en fait la limite, c'est plutôt une limite, c'est comment va-t-on faire pour continuer à progresser avec l'armement, avec la limite du physique humain. Et celle-là, ça m'amène sur le fantassin. Parce que dès le début des années 2000, ce qui était intéressant, c'est que l'armée américaine avait réfléchi à ce qu'ils appelaient un uniforme intelligent. Alors aujourd'hui, c'est tombé un peu en désuétude parce que le programme était très 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 ambitieux, un peu comme le programme d'initiative de défense stratégique que Ronald Reagan avait lancé sur les questions nucléaires. Si vous me permettez une comparaison, dans le début des années 80, avec des technologies dont on sait aujourd'hui qu'on les maîtrise
pour arrêter les armes nucléaires qu'on ne les maîtrise toujours pas. Mais à l'époque, il s'agissait je me souviens bien, de créer des uniformes qui étaient capables d'auto-analyser un combattant, l'origine des blessures potentielles qu'il pouvait avoir, de commencer peut-être à distiller des médicaments qui seraient dans l'uniforme, d'avoir des chaussures intelligentes qui compenseraient par une augmentation de volume des Rangers ou des chaussures, une mine que la chaussure intelligente aurait éliminé. Enfin, on était parti sur des logiques vraiment totalement incroyables. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus modeste, mais quand même avec la nanotechnologie d'une part, les exosquelettes d'autre part, on voit bien qu'on est sur une réflexion dans laquelle on a une puissance que le fantassin va acquérir, sans compter d'ailleurs le fait qu'on a des médicaments qui pourraient détourner. Ça, c'est aussi des choses qui sont peu soulignées, qui sont plutôt faits pour pallier à des déficiences physiques en termes de masse musculaire ou de colonne vertébrale, et qui, appliquées dans des logiques militaires, permettraient que de renforcer considérablement la puissance d'un fantassin. Donc on voit bien que là, j'insiste, on a l'espace et la cyberespace, plutôt d'ailleurs sur des logiques de surveillance, de télécommunication et de capacité à maintenir une interopérationnalité entre les unités. Ensuite, on a une intelligence artificielle qui va, me semble-t-il, être dans la capacité à la fois de rendre beaucoup plus autonomes des armes et de surtout les rendre, peut-être d'en renforcer la puissance. Et puis après, on a des mécanismes d'application sur les combattants standards qui font que de toute façon, il va y avoir une vraie réflexion à mener sur les nouvelles technologies, sans oublier ce qu'on aura dit précédemment, à savoir que les coûts seront importants, qu'il faut quand même que le combattant qui soit sur le terrain soit en capacité de les utiliser en quantité suffisante, ce qui évidemment, on voit bien, cumulé à tout ce qu'on aura dit sur nos réponses précédentes, va nécessiter une vraie réflexion et va conduire à des arbitrages. J'ai l'impression de retrouver des questionnements qui sont liés aux super-héros dans l'après-Seconde Guerre mondiale, Captain America, les X-Men, les technologies invasives. On est dans une projection avec des super combattants à l'avenir. Je suis reparti dans cet imaginaire-là. Mais justement, puisqu'on parle d'imaginaire, est-ce qu'on peut se risquer à la prospective en imaginant, si demain un conflit intervenait, quelle serait l'attitude d'un assaillant et quelle est la réponse qu'il faudra adopter? Ça peut paraître ambitieux, mais je crois qu'on peut répondre par l'affirmative à votre question. Et j'ai le sentiment qu'effectivement, on peut décrire ce que serait qu'une offensive menée par un adversaire potentiel dans une logique de conflit de haute intensité aux horizons 2040. Me semble-t-il, là, une offensive comme celle-là se ferait en 2 vagues, et je vais m'efforcer de les préciser, avant que de rappeler ce que ça va nécessiter pour pouvoir les contrer que de mettre en place, si vous le voulez bien. La première vague va jouer sur 3 éléments: la surprise, la vitesse et le choc. Et là, on voit bien que l'idée consiste, à travers la vitesse, la surprise et le choc, à arriver à une conclusion rapide ou à une victoire rapide que l'adversaire souhaiterait mettre en place. En amont, on a nécessairement le fait qu'on va chercher à détruire ou à paralyser totalement tous les moyens de communication, tous les moyens d'observation, pour mettre l'adversaire potentiel ou l'ennemi qu'on vise dans l'incapacité que de pouvoir répondre. L'incapacité que de pouvoir répondre, tout simplement parce qu'il n'y aura plus de communication possible entre ces différents états-majors et ces différentes unités, et parce qu'il sera totalement plongé dans un brouillard de guerre, dont il faut rappeler que Clausewitz nous avertissait déjà du danger tel qu'il ça le représentait. Je renvoie à notre séance sur Karl von Clausewitz. Et en fait, c'est d'autant plus faisable que de l'imaginer, que c'est bien ce que les Russes avaient cherché à mettre en place dans leur offensive du 24 février 2022. Souvenons-nous qu'était une répétition de l'opération qu'ils ont lancée en Afghanistan en 1979, et que c'est le scénario qu'on prêterait aux Chinois à l'avenir dans leur volonté de prendre Taïwan s'ils faisaient le choix d'une conquête militaire, comme le dit très bien Jean-Pierre Cabestan dans son ouvrage « Demain, la Chine, guerre ou paix ». Et on voit bien que là, ce qui compte, c'est le fait de pouvoir frapper fort avec un élément de surprise en quelques jours. Donc ça, c'est la première phase. Et si l'objectif n'est pas atteint sur cette première phase, ça veut dire que là,
l'adversaire potentiel doit pouvoir imaginer qu'au moins, dans une deuxième phase de guerre en intensité, parce qu'il engage des effectifs massifs et très lourdement équipés, il puisse quand même emporter la décision sur le long terme. Donc ça veut dire que là, on est dans une situation où on est en train de dire que face à un agresseur potentiel comme celui-là ou à une guerre potentielle comme celui-là, il faut qu'une armée soit dans la capacité de pouvoir résister et de pouvoir vaincre dans la durée. Alors là, ça nous amène de mettre en exergue le contexte particulier dans lequel on se trouve, parce que là, on ne manquera pas de remarquer que d'abord, les forces nucléaires ne sont pas suffisantes. Comme le montrent les événements récents, il n'est pas possible de réagir face à une guerre conventionnelle avec le tir d'armes nucléaires qui sont véritablement considérées comme, on va dire, la décision ultime que plus rien n'est possible. On voit bien que d'ailleurs, dans cette hypothèse de guerre entre la Russie et l'Ukraine, on a clairement un État doté, comme on dit dans le jargon, d'armes nucléaires qui est en guerre. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'on va aller de plus en plus dans une situation d'un monde de prolifération. Je rappelle que la prolifération, c'est pas l'augmentation des armes nucléaires, mais bien l'augmentation du nombre de pays qui vont l'avoir. Et paradoxalement, j'insiste, paradoxalement, c'est un monde dans lequel les guerres classiques risquent de se développer, car plus d'acteurs auront l'arme nucléaire, plus rationnellement, on peut peut-être considérer qu'ils s'empêcheront de l'utiliser et donc de revenir à l'encouragement potentiellement d'une guerre classique ou d'une guerre de haute intensité. Le troisième point qui me paraît indispensable à considérer, notamment pour les armées européennes et les armées françaises, c'est qu'il n'y a toujours pas justement d'armée de l'Union européenne ou d'armée européenne unifiée, et que depuis les balbutiements de la brigade franco-allemande ou du corps européen, on voit bien que rien de concret n'a été fait depuis 40 ans, malgré le fait que le contexte géopolitique a radicalement changé, et c'est d'autant plus inquiétant qu'on voit bien qu'il y a des hésitations de plus en plus croissantes quant à ce que pourrait devenir l'OTAN et par rapport aux inflexions ou par rapport aux décisions stratégiques que prennent les États-Unis. Donc, quand on met tout ça en perspective, on a l'impression qu'on en revient à un adage bien connu depuis l'Antiquité, si vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre, n'est-ce pas? À ce moment-là, maintenant peut-être pour boucler notre séance, on ne manquera pas de remarquer que effectivement il faut la préparer, mais il faut savoir la préparer et il faut éviter 3 écueils ou 3 risques monumentaux dans cette préparation. Le premier risque, c'est de préparer une guerre qui ne serait pas la guerre du futur ou d'être en retard d'une guerre. Le deuxième risque, c'est de se tromper sur les matériels qu'il faudrait mettre en adéquation, car quand bien même on aurait compris à quelle guerre on est confronté, si on se trompe dans les matériels qui sont nécessaires de mettre en place pour se préparer à cette guerre, on la prépare mal. Et puis il y a un troisième risque qui me paraît très très important, c'est qu'on voit bien qu'avec l'explosion technologique, ça c'est peut-être le défi le plus conséquent. On a maintenant un choix entre une panoplie d'armes terrestres, aériennes, maritimes, spatiales, telles, avec des coûts qui sont tellement importants et des contractions budgétaires qui sont tellement conséquentes que les choix en termes d'arbitrage là vont s'avérer encore plus stratégiques et plus décisifs que jamais. Donc finalement, la question de savoir quelle armée faut-il préparer aujourd'hui pour 2040, c'est plus une question vitale, c'est une question existentielle à laquelle non seulement chaque armée est confrontée, mais à laquelle chaque pays ferait bien d'apporter une réponse. Bien Fabrice, je vous propose de nous arrêter sur ce point. Nous-mêmes, nous ferons des choix stratégiques puisque nous aborderons dans une prochaine séance la question de l'intelligence artificielle et l'armée. Merci beaucoup. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.